Bonjour à tous. Bienvenue dans le premier épisode de Léon Gaming. Ce sera un épisode spécial Halloween et d'autant plus spécial que je ne jouerai même pas à un jeu vidéo, mais à un livre-jeu. Un livre dont vous êtes le héros, pour être précis. Commençons. Le manoir de l'enfer, par Steve Jackson. Donc les livres dont vous êtes les héros, ça se joue avec des dés, 2d6. C'est des règles de jeu de rôle très simplifiées quoi en fait. Là il y a une petite feuille d'aventure, vous voyez, avec l'habileté, l'endurance, donc c'est-à-dire un peu les points de vie. L'habileté, on va dire c'est la force, et la chance qui sert de temps en temps, ma foi, ça fait des bonus pour les jets de dés quoi, pour les événements on va dire inattendus quoi. Voilà. Et là, dans ce livre dont vous êtes le héros précis, donc c'est d'habitude c'est plutôt de l'heroic fantasy, voire de la science-fiction, mais ici comme c'est un truc d'horreur, ils ont rajouté la peur. Donc j'imagine que quand on voit un monstre ou quelque chose comme ça, on a de la peur et que au bout d'un moment, si on a trop de peur, eh bien, on a perdu. Nouveau nanana, vous jouez à nouveau. Lancez un dé. Ajoutez 6 au chiffre obtenu et inscrivez le total dans la case habileté. Donc, 3. 6, 9. Ok. Oh là 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 là. Ça commence très bien. C'est pas énorme. Ok. Votre habileté de départ sera inférieure. D'accord. Lancez ensuite les 2 dés. 1, 2. Putain, décidément. 13, 15. Bon, mais je vais pas faire long feu, je crois. Hein. Ça, c'est mon endurance. Ok. Il existe aussi une case chance. Lancez à nouveau un dé. Ah, 6. Enfin de la chance. Donc, j'ai 12 en chance. Eh ben, au moins, je suis très faible. Je suis pas très endurant, mais au moins, j'ai de la chance. Combattre des créatures de toutes sortes. Ouais, c'est ça. Vos points d'habileté reflètent votre art dans le maniement des armes les plus diverses et votre adresse au combat en général. Plus ils sont élevés, mieux c'est. Vos points d'endurance traduisent votre force, votre volonté de survivre, votre détermination et votre forme physique et morale en général. Plus vos points d'endurance sont élevés, plus vous serez capable de survivre longtemps. Avec vos points de chance, vous saurez si vous êtes naturellement chanceux ou malchanceux. La chance et la magie sont des réalités de la vie dans l'univers imaginaire que vous allez découvrir. Bataille, donc il y a des combats, voilà. Parfois vous aurez la possibilité de choisir la fuite. Ou il faudra vous mener vous inscrirez les points d'habileté et de la créature. Nanana, nanana. Bon, on verra en jouant, hein, c'est rien de compliqué. Nanana, modifiez votre score. Si la force d'attaque c'est elle qui vous blesse, vous diminuez de 2 points son endurance, etc. Bon, voilà. Ah, la peur. Vous ne pourrez survivre que si votre total d'endurance est supérieur à 0. Dans le manoir de l'enfer, vous devrez éviter de plus de mourir de peur. Jetez un dé et ajoutez 6 au résultat obtenu. Waouh, 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 waouh. 10. 10 de peur. Le total vous indiquera la peur maximale. Peur maximale. Si je dépasse 10, je meurs. Dessiner une carte. Donc on va pas faire ça, je pense, mais bon. Ok, ça commence. Une tempête infernale. La pluie qui s'est mise à tomber ruisselle sur votre pare-brise. Et même en tendant la tête au-dessus du volant, vous ne distinguez plus qu'une muraille d'eau devant vous. C'est en vain que les essuie-glaces poursuivent leur combat incessant, car la pluie redouble de violence. Vous êtes obligé de ralentir. Vos phares luttent pour éclairer la route. Vous envoyez à tous les diables le vieil homme aux cheveux blancs qui vous a expédié dans ce chemin défoncé. Il avait probablement voulu dire de tourner à gauche, au deuxième croisement, à moins que ce ne soit à droite.
Ce vieil idiot. Peut-être tout simplement s'est-il moqué de vous. Et d'ailleurs, n'avez-vous pas remarqué une lueur malveillante, sinistre même, dans son regard? Allons donc, vous avez tout simplement tourné au mauvais moment, et cet effroyable orage vous a surpris dans la nuit. La pluie va certainement cesser bientôt. Il n'est pas possible qu'un tel déluge puisse durer bien longtemps encore. Et alors vous pourrez... Attention! Vous donnez un violent coup de volant à gauche pour éviter une silhouette qui venait de nulle part a surgi dans le faisceau de vos phares. La voiture bondit et rebondit sur les pierres et dans les ornières du chemin avant de terminer sa course dans un fossé. Vous reprenez vos esprits. Vous n'êtes pas blessé, mais vous êtes totalement hébété. Alors vous vous rappelez, le corps! Vous avez percuté la silhouette qui est apparue devant vous. Il n'était pas possible de l'éviter. Vous jaillissez hors de la voiture, priant le ciel pour qu'il soit encore en vie. Vos vêtements sont vite détrempés comme vous revenez en boitant sur le chemin. Il est difficile de distinguer quelque chose dans l'obscurité, mais il n'y a pas trace d'un corps. Vous réfléchissez. Après tout, êtes-vous bien certain d'avoir aperçu quelqu'un? N'était-ce pas tout simplement un jeu de lumière? Mais non. Vous vous rappelez les bras tendus juste devant votre voiture et le visage déformé par la terreur. Début classique, ça fait penser à La Maison du Diable de Robert Wise. Le visage. Il avait quelque chose de familier. Vous le connaissez. C'était celui d'un vieil homme aux cheveux blancs. Non, ce n'est pas possible. Votre cœur cogne dans votre voiture, dans votre poitrine, et en frissonnant de peur, vous regagnez votre voiture. Vous vous installez au volant et vous tournez violemment la clé de contact. Le moteur tout saute, s'étouffe, puis cale. Vous tournez la clé à nouveau, mais cette fois le moteur ne répond plus que par un léger tressautement. Vous vous cramponnez au volant et vous le secouez avec la force du désespoir, comme si vous vouliez communiquer un peu de vie au véhicule. Mais la batterie est morte. Votre voiture passera certainement la nuit dans le fossé. La situation n'est pas brillante car vous ne pouvez rien faire sans votre voiture. Où trouver de l'aide? Vous avez dépassé un garage à Mingleford, mais c'était à une trentaine de kilomètres de là. Comme pour répondre à votre inquiétude, une lumière apparaît au loin. Quelqu'un a allumé une lampe de chevet. Quelle chance! Voilà plus de 20 kilomètres que vous n'avez vu aucune habitation, et vous êtes tombé en panne à proximité de la demeure de quelqu'un. Vous boutonnez votre manteau et vous sortez de la voiture. Le bâtiment, une espèce de manoir, vous apparaît alors plus distinctement. Un peu plus en avant sur la gauche, à environ 5 minutes de marche, une allée y conduit. Le temps d'y parvenir, vous serez trempé jusqu'aux os. Mais comment faire autrement pour appeler un garage? Vous ne pouvez vous permettre de ne pas être à votre rendez-vous demain matin. De toute façon, il vous sera certainement possible de vous sécher après avoir téléphoné. Vous claquez la porte de votre voiture, remontez le col de votre manteau et vous vous dirigez vers la maison. Un éclair la fait complètement sortir de l'obscurité. Mais préoccupé par la pluie, vous ne prêtez pas attention à l'avertissement qui vous est donné. Le manoir est vieux, très vieux, et il aurait besoin d'entretien. À travers la fenêtre, la lumière vacille. La lumière d'une bougie ou d'une lampe à huile, certainement, pas celle d'une ampoule électrique. Et vous n'avez pas remarqué un détail qui aurait pu encore vous faire rebrousser chemin. Aucune ligne téléphonique n'arrive à la maison. Alors que vous gravissez les marches du perron, vous êtes loin, très loin d'imaginer le sort qui vous est réservé. Car la nuit qui commence s'inscrira pour toujours parmi les plus effroyables souvenirs de votre existence. Et maintenant, tournez la page. Vous grimpez les marches 4 à 4 et arrivez devant la porte du manoir, vous vous arrêtez un instant pour reprendre votre souffle. Bien que vous ayez couru tout le long du chemin, la pluie a transpercé vos vêtements et vos pieds sont complètement trempés. À en juger par le nombre de flaques d'eau dans lesquelles vous avez pataugé, il en coûterait une véritable fortune pour remettre l'allée en état. Maintenant, à l'abri du porche, vous secouez vos vêtements imbibés d'eau. La pluie tombe toujours à verse, mais il règne pourtant un étrange silence. Aucune lumière ne brille au rez-de-chaussée, et vous faites quelques pas en arrière pour essayer d'apercevoir la fenêtre qui avait attiré votre attention. Les fenêtres du premier étage sont plongées dans l'obscurité. La lumière que vous aviez vue a disparu. L'endroit semble complètement désert. C'est alors que vous prenez conscience de l'heure. Il est minuit moins 5 et tous les habitants de la maison dorment probablement. Une chouette... Ah merde.
Une chouette ulule dans le lointain et un frisson vous parcourt l'échine. Vous commencez à éprouver quelques frayeurs de la situation dans laquelle vous vous trouvez. Égaré en pleine campagne, sur le seuil d'une vieille maison à moitié en ruine, à l'allure inquiétante, et sur le point de réveiller quiconque peut l'habiter. À minuit. Vous ne serez certainement pas accueilli à bras ouverts, mais si vous tenez à être présent à votre rendez-vous demain matin, vous n'avez pas le choix. Vous devez trouver un téléphone pour demander de l'aide. Alors que vous vous tournez vers la porte d'entrée, vous remarquez une lueur sourde provenant du côté gauche du manoir. Une lampe vient d'être allumée. Quelqu'un est donc éveillé et vous poussez un soupir de soulagement. Au milieu de la porte est fixé un marteau sculpté et un cordon de sonnette pend à votre droite. Allez-vous frapper à l'aide du marteau, tirer le cordon de sonnette, ou préférez-vous vous diriger vers la lumière en contournant le manoir? Bonne question, bonne question. J'irai frapper à coup de marteau? Allez, 357. Au bout de quelques instants, la porte s'ouvre lentement. Sur le seuil se tient un homme de haute taille, vêtu d'un habit de couleur noire. Son long visage est empreint d'une solennité glacée. « Oui » dit-il d'un ton légèrement indigné. Vous souriez nerveusement et vous lui expliquez la situation peu agréable qui est la vôtre. L'homme demeure impassible. « Entrez, dit-il, le maître vous attend. Suivez-moi. » Il vous précède alors jusqu'à un vaste hall et il vous prie de vous asseoir pendant qu'il avertit son maître de votre arrivée. Rendez-vous au 8. C'était bien à peine d'aller me faire aller jusqu'au 357 pour me faire revenir au 8. Hein. Alors, tac, tac, tac. 8. Vous vous installez dans un lourd fauteuil sculpté et vous examinez les lieux. La salle dans laquelle vous vous trouvez est bien différente de ce que l'aspect extérieur du manoir vous avait fait imaginer. Elle est en effet décorée avec goût de riches tapisseries et d'élégants lambris de chêne, et est meublée d'une robuste table ainsi que de fauteuils datant certainement du XVIe siècle. De plus, de nombreux portraits sont accrochés au mur. Allez-vous attendre l'arrivée de votre hôte, vous intéresser au portrait, ou vous mettre à la recherche d'un téléphone? Téléphone direct. Non, allez, portrait. Portrait. 304. 3 portraits attirent plus particulièrement votre attention. Allez-vous vous intéresser à une jeune femme d'aspect agréable portant une tiare, à un homme corpulent d'âge moyen et portant des lorgnons, ou à une femme âgée aux cheveux gris et à l'expression sévère? Allez, la jolie fille, 151. 151. Sous le portrait se trouve une petite plaque de cuivre sur laquelle vous lisez Margaret de Danvers, 1802-1834. Vous regardez son visage avec émotion, en regrettant presque qu'elle soit morte si jeune. Mais alors que vous êtes fasciné par sa beauté, vous sursautez en écarquillant les yeux. Avez-vous réellement vu ses lèvres frémir? Mais non, c'est impossible. Et pourtant, il vous semble maintenant percevoir un chuchotement. Vous vous approchez et vous collez une oreille sur la bouche peinte qui prononce alors ces mots. « Étranger, prends garde à ce Dieu car il est maudit. Nombreux sont ceux qui ont succombé à ses maléfices. Je fais partie de ceux-là. Lord Kelmore, ce démon, a déjà prévu votre trépas. Surtout ne buvez pas de son vin blanc. Et si vous le pouvez encore, fuyez !» Totalement abasourdi, vous faites un pas en arrière. Mais où donc avez-vous mis les pieds? Dans une espèce de demeure en ruine que le moindre souffle de vent pourrait disloquer, renfermant des objets de la plus grande valeur? Et des peintures qui parlent? La terreur vous gagne, et vous ajoutez 1 point à votre total de peur. Allez-vous vous précipiter vers la porte? Ou préférez-vous attendre pour voir ce qui peut encore arriver? Bon, se précipiter vers la porte, 391. En un éclair, vous traversez la pièce, saisissez la poignée de la porte et vous hurlez de douleur alors que vous êtes violemment projeté en arrière par la décharge électrique qui vous a traversé le bras. Vous perdez 2 points d'endurance. Super!
Rendez-vous au 277. Ça me rappelle... Ça me rappelle quoi, je sais plus. Vous entendez soudain un bruit de pas et l'homme vêtu de sombre réapparaît, précédant un personnage de haute taille portant une veste d'intérieur pourpre. « Permettez-moi de vous présenter Lord Kelnor, comte de Brume, dit-il. » Le comte vous tend la main. Son regard vous transperce et ses lèvres esquissent un pâle sourire. Tournez la page. À peine avez-vous commencé à lui raconter votre mésaventure qu'il vous interrompt d'un signe de la main. « Je vous en prie, dit-il. Je vois que vous avez été pris dans cette épouvantable tempête. Allons nous installer devant un bon feu et voyons comment nous pouvons vous venir en aide. » Puis, se tournant vers son majordome, il ajoute « Franklin, dites au cuisinier de préparer quelque chose de chaud pour notre visiteur. » Vous protestez en lui disant que vous ne voulez le déranger en aucune façon, mais sans vous prêter la moindre attention, il vous conduit jusqu'à un salon où brûle un feu de bois. Vous vous débarrassez de votre manteau et vous vous installez confortablement dans un fauteuil. Bientôt, la chaleur du feu commence à chasser vos sombres pensées. D'autant plus que Franklin est vite de retour, portant un plateau sur lequel sont posés 2 verres de cognac. Allez-vous vous détendre en dégustant le cognac, puis demander à votre hôte la permission d'utiliser le téléphone? Ou préférez-vous attendre qu'il vous questionne? Alors, le tableau, elle a dit qu'il fallait pas boire du vin blanc. Mais le cognac, c'est bon quand même? Est-ce qu'il vaut pas mieux se méfier, non? 111. De toute façon, il est super louche. Donc autant attendre à voir ce qui se passe. La nervosité qui est la vôtre semble embarrasser quelque peu votre hôte. Allons, allons, dit-il, vous n'avez aucune raison de vous inquiéter. Ce n'est quand même pas un petit accident qui vous fera perdre vos nerfs. Buvez ce cognac et oubliez vos craintes. Pendant qu'il prononçait ces mots, vous l'avez observé attentivement. Et peut-être votre imagination vous joue-t-elle des tours, car que devez-vous croire? Sa bienveillante attention quant à votre bien-être, ou cette espèce d'expression malveillante que vous avez cru déceler dans ses yeux et dans son sourire? Vous frissonnez, et très certainement avez-vous raison de ne pas être rassuré. Vous ajoutez 1 point à votre total de peur. Peu de temps après, Franklin apparaît et vous annonce que le repas est servi. Vous vous levez en compagnie du comte que vous suivez vers la salle à manger. Rendez-vous au 309. La salle à manger est somptueuse. Une grande table est dressée entre 2 chaises en bois sculptées. Sur cette table sont disposés des couverts en argent. Les murs sont recouverts de luxueuses tapisseries rouges et la pièce est éclairée par un étincelant chandelier hérissé de bougies. Vous vous installez à la table et Franklin vous présente du vin. Allez-vous choisir le vin blanc ou le vin rouge? Ah ben là on le sait direct, c'est le vin rouge. Parce que le vin blanc est empoisonné. Donc 395, vin rouge. Le vin est délicieux et sans aucun doute s'agit-il là d'un cru exceptionnel. Après avoir dégusté un excellent potage, vous avez le choix entre 2 viandes. Voulez-vous goûter à l'agneau ou au canard? Mais vous pouvez aussi déclarer à votre hôte qu'ayant déjà dîné, vous n'avez plus faim. C'est plus prudent, c'est plus prudent. 244. Le comte est outragé. Ainsi, vous l'avez laissé préparer un repas en plein milieu de la nuit avec tous les inconvénients que cela suppose, et maintenant vous lui déclarez que vous n'avez pas faim. Vous pouvez lui présenter vos excuses et choisir le canard ou l'agneau, mais vous pouvez aussi, regrettant de l'avoir ainsi dérangé, passer outre sa colère et rester ferme dans votre décision. Oui, restons fermes. Restons fermes. Est-ce que je t'ai demandé de cuisiner des trucs? C'est pas toi qui l'as cuisiné de toute façon. Alors. Le comte sonne le majordome qui apparaît dans l'espace. Franklin, notre invité, refuse de souper. Notre hospitalité a été bafouée. Arrangez-vous de cette situation. En hochant la tête, le majordome presse un bouton caché dans le dos de votre fauteuil. Aussitôt, des accoudoirs surgissent des bracelets qui se referment sur vos poignets en vous interdisant le moindre mouvement. Vous vous contorsionnez pour essayer de vous délivrer, mais vous ne pouvez desserrer leur étreinte. Pendant ce temps, Franklin sort un mouchoir de sa poche et l'imprègne d'un liquide contenu dans une fiole. Et vous ne pouvez l'empêcher d'appliquer le morceau de tissu sur votre visage. Du chloroforme. Vous perdez peu à peu connaissance. Rendez-vous au 173. Eh ben... Vous ouvrez les yeux. La tête vous tourne encore, et vous mettez quelque temps avant de réaliser que vous êtes pieds et poings liés. La pièce dans laquelle vous vous trouvez est vide, mais déjà vous avez un plan.
Vous allez sautiller jusqu'à la fenêtre, briser la vitre et frotter vos liens sur le tranchant d'un éclat de verre afin de vous libérer. Avec difficulté, vous vous mettez sur vos pieds et par petits bonds maladroits, vous arrivez jusqu'à la fenêtre. Au dehors, le vent pousse des rafales de pluie contre les vitres. Allez-vous essayer de les fracasser avec vos mains? Mais c'est là une entreprise risquée. Ou préférez-vous tenter votre chance? Dans le premier cas, rendez-vous au 360. Si vous préférez tenter votre chance, rendez-vous au 136. Je vais tenter ma chance. J'ai à fond de chance. Rendez-vous 136. Rendez-vous 136. J'ai à fond de chance. Avez-vous été chanceux ou malchanceux? Donc la chance, c'est tu la jettes 2 dés et si c'est inférieur... Si c'est inférieur, voilà, 2, 5, c'est inférieur à mon total de chance. Donc j'ai été chanceux. Ah, j'ai été libéré. 317. Vous coupez vos liens et vous massez vos poignets qui sont complètement engourdis. Puis vous vous dirigez vers la porte pour tenter de l'ouvrir. Elle n'est pas verrouillée. Vous l'entrouvez alors légèrement et vous jetez un coup d'œil à l'extérieur. La pièce dans laquelle vous vous trouvez donne sur un balcon situé au premier étage du manoir qui est bordé par une balustrade, à travers les barreaux de laquelle vous pouvez apercevoir le hall d'entrée. À votre gauche, 2 portes sont situées dans le coin de ce balcon qui se poursuit après avoir tourné sur la droite. Vous pouvez vous diriger dans cette direction. Et on va à la direction des portes sur le balcon. En tournant votre regard vers la droite, vous remarquez que le balcon longe une autre porte, avant de tourner vers la gauche. Bon, bah, c'est la première, 287. Vous vous dirigez vers les 2 portes, situées dans le coin du balcon. Sur la porte qui se trouve à votre gauche est inscrit le nom Balthus. Quant à la porte qui vous fait face, elle ne porte qu'un nom. Si vous désirez pénétrer dans la pièce Balthus, rendez-vous au 299. Si vous préférez entrer dans la pièce, rendez-vous au 86. Balthus. Bah écoute, on a envie de savoir ce que c'est ce Balthus, quoi. On a envie de savoir ce que c'est ce Balthus. Vas-y, on tente. 299. À mon avis, ça va puer, ça va être un monstre ou une connerie, mais bon. Un piège, quoi. La pièce dans laquelle vous venez de pénétrer est nue. Ah! Un mur est tapissé de papier à rayures et une cheminée sur laquelle est posée une petite boîte en bois se dresse au milieu de la nuit. Au milieu d'un autre mur. Des rideaux sont tirés le long du 3e mur, mais ils pendent misérablement et sont comme bombés à différents endroits. Qu'allez-vous faire? Examiner les rideaux, ouvrir la boîte, quitter la pièce. Franchement, examinez les rideaux. Avec prudence, vous vous dirigez vers les rideaux. Ils sont immobiles. Vous saisissez le rideau de gauche et vous le tirez brutalement. Vous découvrez une large baie vitrée qui est grillagée de l'extérieur. Rien n'est caché là. Vous attrapez à l'autre rideau, mais avant d'avoir pu esquisser un geste pour le tirer, vous voyez avec effroi les rangs flamands que vous aviez remarqués prendre vie. Rendez-vous au 236. Oh putain, je savais qu'il y avait un monstre. Asséné derrière le rideau, un coup violent vous atteint en pleine poitrine et vous projette à terre. Vous perdez 2 points d'endurance. Je vais pas faire long feu, je sens, hein. Et vous ajoutez 2 points à votre total de peur. Oh là, putain. Si vous êtes toujours vivant, vous vous remettez en un éclair sur vos pieds alors que le rideau s'écarte lentement, laissant apparaître un monstre d'aspect vaguement humain. C'est un zombie. Sa peau est d'une couleur verdâtre, et bien que ses immenses yeux semblent vous fixer avec intensité, c'est au-delà de vous que son regard se porte. Sa mâchoire s'ouvre largement, découvrant une bouche à moitié plantée de dents rougeâtres. Il est vêtu de loques. Il s'avance vers vous pour vous attaquer, et vous allez devoir combattre un zombie. Habilité 7, endurance 6. 7, 6, tac, tac. Allez, on va se jouer ça. Alors, tac, tac, tac. C'est un dé à chaque fois, c'est ça. Alors, ça, c'est lui. Donc, 1. Donc, il a 8. Ça, c'est moi. 1. Mais je le défonce quand même. Paf. Plus que 4 points d'endurance pour lui.
Allez, pour lui, 4. 4 plus 7, 11. Pour moi, 4 plus 7, je te défonce. Plus que 2 points d'endurance. Allez hop, c'est parti. Pour lui, 1. Il a 8. Allez, je te défonce, t'es mort. Je t'ai défoncé, petit zombie. Je t'ai défoncé, petit zombie. Ça mérite le petit verre de la victoire. Soyez un cœur, rendez-vous 114. Vous pouvez maintenant quitter la pièce ou examiner la boîte posée sur le manteau de la cheminée. Ça se trouve c'est une boîte avec des, je sais pas, un colis piégé, mais bon, je vais quand même le voir. Ça se trouve ça peut être un objet important aussi. Page 40. Page 40. La boîte laisse échapper un léger cliquetis lorsque vous la saisissez. Quelque chose se trouve à l'intérieur. Vous faites sauter la serrure, vous ouvrez le couvercle et vous découvrez une petite clé que vous introduisez dans la serrure de la porte. La clé tourne. Vous êtes libre. Vous êtes libre. Vous vous retrouvez dans le coin du balcon. Ah, donc il y avait peut-être un piège sur la porte en fait. Sur votre gauche se trouve une porte sur laquelle ne figure aucune inscription et vous apercevez devant vous l'escalier menant au rez-de-chaussée. Si vous voulez pénétrer dans la pièce, si vous désirez gagner l'escalier. Allez, on va voir la pièce. 86. La porte s'ouvre sur un étroit passage qui se termine par une fenêtre. À mi-chemin, dans le mur de gauche, vous apercevez une porte. La porte diabolique. Si vous désirez pénétrer dans cette pièce, rendez-vous au 13. Si vous préférez vous diriger vers la fenêtre pour l'examiner, rendez-vous au 110. Mais vous pouvez aussi revenir sur le balcon et continuer à le suivre. Eh bien, dirigeons-nous vers la fenêtre, ça me semble être une très bonne idée. Avec précaution, vous vous approchez de la fenêtre. Les rideaux sont tirés et vous en tapotez les plis avec méfiance. Vous êtes soulagé en constatant qu'il semble ne rien dissimuler, mais vous restez cependant sur vos gardes en les tirant. Un coup de tonnerre vous fait alors sursauter. Rien de plus cependant. La fenêtre que vous venez de découvrir paraît totalement inoffensive. Dommage seulement qu'elle soit pourvue à l'extérieur de solides barreaux. Ah, ouais, fallait s'en douter. En regardant au dehors, vous constatez qu'il pleut toujours à verse, mais alors que le vent projette des trombes d'eau sur les vitres, vous remarquez un phénomène étrange. L'une des vitres semble épargnée par la pluie. Hein? Étrange. Peut-être est-elle à l'abri du vent. Intrigué, vous vous baissez pour examiner sous un autre angle, et vous distinguez alors clairement des mots tracés sur la buée qui la recouvre. 3 mots, très exactement. Mordana dans Abaddon. Vous répétez plusieurs fois le message pour ne pas l'oublier. Mordana dans Abaddon. Mordana dans Abaddon. Je crois que c'est en français, oui. Mordana dans Abaddon. Attends, mais je l'ai dit 3 fois, j'espère que je vais pas invoquer un démon, quoi. Vous vous répétez plusieurs fois le message pour ne pas l'oublier, puis vous l'effacez afin que personne d'autre que vous n'en prenne connaissance. Peut-être vous sera-t-il utile à un autre moment ou à un autre, qui vous sera indiqué au cours de votre aventure. Si vous utilisez alors ce message, vous vous rendrez au 88. Ah. 88, Mordana Abaddon. Ok. Ok, retournons sur le balcon. Bah, j'ai bien fait de regarder ça alors. 193 du coup. Vous poursuivez votre chemin et vous parvenez à l'escalier principal qui descend au rez-de-chaussée. Face à l'escalier se trouve une porte sur laquelle aucun nom n'est inscrit. Si vous voulez prendre l'escalier, vous poursuivez votre chemin le long du balcon. On essaye de... Bah vas-y, c'est bon de prendre le rez-de-chaussée les gars. Bon, 132. 132. En jetant des regards inquiets autour de vous, vous descendez lentement l'escalier. Mais personne ne se manifeste, et vous arrivez sans encombre dans un couloir au rez-de-chaussée. Allez-vous vous diriger vers une porte que vous remarquez sur votre gauche? Vers une porte qui se trouve à votre droite? Ou préférez-vous vous rendre à la porte d'entrée du manoir et l'ouvrir? On a envie de faire ça, mais en même temps, on a vu que toutes les portes étaient piégées ou je sais pas quoi, donc non. Donc non. Donc porte à gauche, porte à droite, porte à gauche, porte à droite, porte à droite. 285. La porte est verrouillée. Allez-vous essayer d'ouvrir la porte qui lui fait face? Ou préférez-vous faire demi-tour? Oui. Porte qui lui fait face. 353.
La porte s'ouvre sur un vaste et agréable salon. Des braises rougeoient dans la cheminée, devant laquelle 2 confortables fauteuils entourent une petite table, sur laquelle sont posés 2 verres et une carafe. De grands pots où poussent des plantes sont disposés de part et d'autre de la fenêtre, et vous remarquez une porte située non loin de celle par laquelle vous êtes entré. Allez-vous explorer le salon? Essayez d'ouvrir l'autre porte, ou préférez-vous vous intéresser au contenu de la carafe? Eh ben, on va explorer le salon, hein. Voulez-vous tout d'abord examiner les objets disposés sur une étagère en coin, ou préférez-vous vous intéresser au feu et à la cheminée? Allez, les objets sur l'étagère en coin, 192. De délicates poteries ainsi que quelques objets en argent sont posés sur l'étagère. L'un de ces objets est une espèce de dague, et vous pourrez l'emporter si vous le désirez. Elle est un peu courte pour être une arme efficace, mais néanmoins elle vous fera gagner 2 points d'habileté. Elle vous fera gagner 2 si vous l'utilisez lors du combat. Il y a une flasque en argent. Nanana. Ok. Donc j'ai du cognac. Et vous fera gagner 2 points d'habileté. Ah mais j'étais censé avoir moins 3 au départ. Et donc être à 6. Ah ouais mais d'accord. Mais c'est pour ça que j'ai dû niquer le zombie. J'ai triché pour niquer le zombie. Bon ok. Alors bah tant pis. Alors je me mets à 8. Voilà. Je suis à 8. Donc j'ai du cognac et j'ai une dague. Ouais bah c'était un peu trop facile ce zombie. Bon, examinons la cheminée alors. 303. 303. Le manteau de la cheminée est fait d'un bois remarquablement travaillé. Sur ce manteau, et en son centre, est posée une délicate pendule ancienne derrière laquelle vous apercevez un paquet de lettres. Comme vous vous apprêtez à le saisir, votre manche accroche l'un des motifs sculptés dans le bois qui se met à bouger. Vous vous penchez pour l'examiner. C'est une petite tête de diable qui peut se balancer d'un côté sur l'autre. Voulez-vous voir ce qui se cache derrière le visage en bois? Ou préférez-vous lire les lettres? Lire les lettres, 364. Les lettres ne paraissent pas très intéressantes. Cependant, l'une d'elles attire votre attention. Elle a été postée de l'étranger et rédigée à l'encre noire, d'une écriture nette. Elle est adressée au comte de Brume et semble le mettre en garde contre certains dangers. Elle raconte, entre autres, comment son auteur a pu échapper de justesse à une espèce d'expédition dirigée contre sa demeure. Elle se termine par le post-scriptum suivant. Je vous suggère également une précaution supplémentaire. Changez le mot de passe de votre propre chambre secrète. Je sais que le mot actuel est tête de bouc. Combien d'autres le savent-ils également? Pourquoi ne pas choisir un mot qui vous ne ferait pas oublier l'avertissement d'un ami qui vous est cher? La lettre porte la signature d'un certain Pravémi. Pravémi. Vous la relisez pour ne rien... C'est un anagramme ou quoi? Vous la relisez pour ne rien oublier, puis vous la remettez à sa place. Désirez-vous quitter cette pièce et vous intéresser à la figurine? Mais je m'intéresse à la figurine. Je m'intéresse à tout, moi, les gars. Je veux pas manquer une potion ou un truc. Attends. En pivotant, la petite figure de bois découvre un bouton. Alors que vous vous demandez si vous allez presser ce bouton, vous ne remarquez pas ce qui se produit dans la cheminée. Évidemment, c'est un piège. Dans le foyer, le feu reprend vie. De longues flammes s'élèvent et la chaleur devient de plus en plus intense, à tel point que vous faites quelques pas en arrière. 2 silhouettes jaillissent alors du feu et vous font face. Combat. Ces esprits du feu sont de petite taille et ne vous arrivent qu'aux genoux, mais leur corps de flamme brûle avec la force du feu qui leur a donné vie. Ils voltigent au-dessus du tapis, et tout ce qu'ils touchent s'enflamme instantanément. Si vous désirez les combattre, rendez-vous au 9. Franchement, je préfère éviter. Donc on va essayer de se barrer d'ici. Bah, la fuite, les gars, la fuite, attends. Qu'allez-vous faire pour tenir à distance ces créatures virevoltantes? Allez-vous saisir la carafe de cognac ou reculer lentement vers la fenêtre? Bah, si je leur jette du cognac, ça va leur plaire, non? Elles sont déjà en feu. Non? Ça me paraît douteux cette histoire de cognac là.
Les esprits du feu vous suivent tandis que vous reculez vers la fenêtre. En faisant semblant d'être terrorisé, vous vous approchez de l'un d'un grand pot de fleurs, comme si vous vouliez vous cacher derrière lui. Mais quand les esprits du feu sont suffisamment près, vous arrachez la plante de son pot et vous la lancez violemment sur ces petites créatures. La terre qui entourait les racines les recouvre alors et étouffe les flammes. Eh ben voilà. Non mais franchement, leur jeter une carafe de cognac sur des êtres en feu quoi. À un instant, les esprits disparaissent. Rendez-vous 375. Eh ouais mon gars, eh ouais mon gars. Vous revenez devant la cheminée et vous examinez de nouveau le bouton secret. Allez-vous le presser ou préférez-vous quitter le salon? Bah on va le presser maintenant qu'on a vécu tout ça quand même. Sauf que ça va encore être un piège. Allez on tente. Vous pressez le bouton et vous entendez un léger déclic, suivi d'un autre bruit provenant du coin de la pièce où se trouve l'étagère. Vous vous retournez et vous constatez qu'un panneau a glissé sur le mur. Vous vous dirigez vers lui et vous vous baissez pour examiner l'ouverture qui vient de se découvrir. Mais avec étonnement, vous constatez que le panneau ne dissimulait aucune entrée de ce tunnel et que le mur qui se trouvait derrière lui est bien solide. Alors vous comprenez que vous avez été pris au piège. Mais il est trop tard, car la trappe sur laquelle vous vous tenez s'ouvre sur vos pieds et vous êtes précipité dans les profondeurs du manoir. Rendez-vous 397. Ça pue la mort. Après une chute de plusieurs mètres, vous vous enfoncez dans quelque chose de mou. Vous ajoutez 1 point à votre total de peur, donc on en est à 5 sur 10. Ça monte. Si vous êtes toujours vivant, vous tentez votre chance. On va tenter notre chance. Et pour cela, il nous faut lancer 2 D6. 4 plus 6. Ok. J'ai plus que 10 de chance, mais j'en ai quand même encore. Ok. Donc je ne suis pas malchanceux. Vous vous relevez, vous constatez que vous êtes tombé sur un amas de paille mélangé à de la terre. La pièce dans laquelle vous vous trouvez est minuscule et doit très certainement faire partie des caves du manoir. Vous pouvez distinguer une porte dans laquelle vous allez vous diriger lorsque soudain vous entendez un bruit de pas traînant s'en approcher. Qu'allez-vous faire? Allez-vous vous mettre dos au mur de telle sorte que la porte vous dissimule lorsqu'elle s'ouvrira? Ou préférez-vous essayer de trouver dans cette pièce une arme qui pourrait vous être utile pour vous défendre? 6. Toujours préférer la fuite. C'est la stratégie de survie optimale, les gars, la fuite. La porte s'ouvre lentement et vous vous aplatissez contre le mur. L'homme qui vient de pénétrer dans la pièce est trapu et de petite taille, et il semble de plus courbé en deux. À première vue, il ne porte pas d'arme. Il regarde autour de lui et se gratte la tête d'un air perplexe, car il a entendu du bruit et est surpris de ne pas en découvrir la cause. Allez-vous sortir de votre cachette pour lui adresser la parole, ou préférez-vous rester caché en attendant qu'il parte rapidement? Franchement, il vaut mieux être prudent. Hein. 25. Allez. Le petit homme regarde une fois de plus autour de lui, hausse les épaules et finit par s'éloigner. Vous êtes de nouveau seul. Après avoir attendu quelques instants, vous décidez de quitter la pièce. Rendez-vous au 116. Vous vous retrouvez dans un passage qui se poursuit après une porte que vous remarquez sur la gauche. Si vous voulez suivre le passage... Si vous préférez explorer le lieu où vous vous trouvez... Bah oui, 166, on explore. On explore, autant explorer mon gars. Vous ne découvrez rien de particulier. Sur la gauche du passage, vous voyez une porte en bois que vous pouvez essayer d'ouvrir. Mais vous pouvez faire quelques pas jusqu'à une porte située sur le mur de droite. Vous poursuivez votre chemin le long du passage. Allez, on essaie de l'ouvrir. 221. Ouais, je vous les premiers trucs qui sont en face de moi parce que... voilà quoi, de toute façon, j'en sais rien. Non, c'est le genre de truc, c'est le genre de livre qu'il faut recommencer plusieurs fois, c'est ça. C'est pour ça qu'ils disent de faire une carte au début. Et tu fais des cartes, clac clac, après tu perds parce que t'es là, puis tu recommences, voilà quoi. Faut faire du die and retry. Et du coup, je sais même plus, j'ai oublié le... 221. À travers la porte, vous entendez des bruits inquiétants qui vous font penser que l'être ou la chose qui se trouve derrière ne doit pas être particulièrement amicale. Allez-vous quand même tenter d'ouvrir cette porte ou préférez-vous prendre une autre porte? Une autre porte.
La pièce doit être une espèce de cachot car le long d'un mur sont alignées 4 cellules dotées de forts barreaux de fer. Il semble qu'il n'y ait personne du côté où vous vous trouvez, aussi faites-vous quelques pas à l'intérieur de la pièce. Alors que vous avancez, une petite branche craque sous vos pieds. Classique. Et 3 êtres crasseux, échevelés et vêtus de guenilles bondissent dans 3 des cellules. Ils se précipitent vers les barreaux en vous suppliant de les délivrer. En gémissant, ils vous disent qu'ils ont été capturés par les créatures du comte de Brume et emprisonnés en attendant quelque horrible destin. Dans la cellule la plus proche de vous se tient une jeune fille. Son visage et ses cheveux sont d'une saleté repoussante et elle est en larmes. Dans la seconde cellule est emprisonné un homme de grande taille au visage buriné. Il a accepté sa mort mais vous demande de vous mettre fin à ses jours sur le champ afin de priver le comte de Brume de ce plaisir. Dans la troisième cellule se tient un homme chauve revêtu d'une robe de bure. Il reste silencieux. Désirez-vous porter secours à ces prisonniers? Je vais m'adresser à l'homme chauve qui m'a l'air très louche. 363. Robe de bure, donc c'est un moine. 363, pourquoi est-ce qu'il dit rien? 363. Vous vous approchez de la cellule dans laquelle est enfermé l'homme chauve. Ne perdez pas votre temps ici, vous dit-il, car vous ne pouvez nous être d'aucune aide. Notre seul désir est que vous détruisiez le démon qui règne en ces lieux avant qu'il nous tue. Mais il est peu probable que vous y parveniez, car il faudrait pour vous débarrasser du maître tout d'abord. Il ne peut être tué que grâce au Chris, le poignard malais, au cours d'un combat qui ne peut se dérouler que dans une pièce rouge, pour symboliser un combat se déroulant dans l'enfer même. La salle à manger du rez-de-chaussée a des murs rouges, mais sa porte est toujours soigneusement fermée. Je sais que la clé, le jour de cérémonie, est cachée derrière un miroir. Si vous pouvez trouver cette clé, si vous pouvez vous emparer du poignard malais, alors vous pouvez sauver le monde des événements infernaux qui se préparent dans les murs de ce manoir. Quant à nous, eh ben dis donc, ça c'est de l'exposition quoi. Quant à nous, nous serons certainement tous morts avant que la nuit s'achève. Aussi ne perdez pas votre temps avec nous. Vous réfléchissez à ce que l'homme chauve vient de vous dire, et vous vous demandez s'il est préférable de partir sur le champ comme il vous l'a conseillé. Ou s'il vous serait plus profitable de savoir si les autres prisonniers ont quelques renseignements intéressants à vous communiquer. Bah oui. Oui. Renseignements intéressants à me communiquer, bien sûr. 143. Direct. Alors. 143. Alors vous dirigez vers la cellule valune, un bruit de pas précipité venant de l'autre côté de la porte vous fait sursauter. Vous vous retournez juste à temps pour voir surgir 4 hommes, le visage dissimulé sous une tête de bouc, vêtus de toches blanches. Allez, la bonne secte. Je vous l'avais bien dit, je savais bien que j'avais entendu quelque chose, déclare l'un d'eux. Regardez, quelqu'un veut délivrer nos prisonniers. Venez, mes frères. Ils se précipitent sur vous, vous allez devoir combattre leur chef qui vous attaque le premier. Habileté 8, endurance 9. Eh ben putain, ça va être chaud. Ça va être chaud de night. Allez, 2d6 pour lui. 6-2. Oh putain. Non, c'est 1d6, pardon. Je vais le sauver par le gong. 1d6, donc 3. Non, c'est 4 ça? Oui, c'est 4. 4 plus 8, 12. Pour moi maintenant. 5 plus 8. Oh putain. C'était de peu, je l'ai eu. Endurance 9, il a plus que 7. Ok, on reprend. Tac, pour lui. 4. 12, toujours. 1. Ok, il me nique. J'ai plus que 9 d'endurance. Lui, 7. Non, mais je vais pas durer. Pour lui, 1. Donc il a 9 pour moi. 6, je te défonce. Allez, bim. Plus que 5 points d'endurance. Pour toi. 5. Oh non. Ah, on a égalité. Donc il s'est rien passé, ça veut dire. Ok. On recommence. Pour lui, 2. Pour moi, 3. Je te défonce. Plus que 3 points d'endurance. Pour toi, pour moi. Allez, je te défonce encore. Putain, j'ai eu de la chance quand même. Pour lui. Ah bon, là, il va me défoncer, là, c'est sûr. Ok, j'ai plus que 7 points d'endurance. À toi. Oh non. Oh non. J'ai plus que 5 points d'endurance. Pour toi, pour moi. Ah putain, voilà. Bon, je suis quand même sévèrement blessé, les gars. Rendez-vous 301.
Bien que vous ayez vécu leur chef, vous ne pouvez rien faire contre les 3 autres gardiens qui vous entourent et finissent par vous réduire à l'impuissance. L'un d'eux se précipite hors de la pièce et revient bientôt portant les clés des cellules. Vous êtes maintenant l'hôte du 4e cachot. Et votre aventure se termine ici. Bah, dommage. Bon ben voilà, j'ai perdu. L'aventure se termine ici. Merci d'avoir suivi cette première vidéo de Léon Gaming. Et peut-être à une prochaine. Allez, ciao.